bienvenue dans cette vidéo consacrée au thé japonais. Nous allons, comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui parler matériel. Je vous ai sélectionné ces 5 objets qui vont me permettre d'aborder plusieurs sujets, plusieurs critères de choix qui, j'espère, vous permettront de faire des choix avisés lorsque vous chercherez à vous équiper. Donc on va dans un premier temps parler de généralité, ensuite je vais vous parler des différentes formes de théières qui existent. Je vais vous parler également de matériaux, les différents matériaux utilisés pour ces théières. Et enfin, on parlera de filtres. Voilà. Commençons par quelques généralités. Alors déjà, je vais vous présenter les instruments que je vous ai sélectionnés ici. Nous avons 3 théières que l'on appelle kyusu, qui sont les instruments traditionnellement utilisés pour préparer le thé japonais, le sencha. C'est l'instrument qu'on trouvera majoritairement. Cela dit, et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo, je vous ai ici mis 2 hohin, qui sont une autre famille. On trouve également une 3e sorte, que sont les shiboridashi. Mais je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous en présenter. Ça se présente un peu comme des hohin, mais de forme plus plate et avec un filtre plus minimaliste. Voilà, maintenant je vais me permettre une petite parenthèse. Vous ne trouverez pas sur ce plateau de théière en fonte. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas un instrument traditionnel pour préparer le thé japonais déjà. C'est un instrument relativement récent, un fantasme d'Européens qui a en fait travesti pour le style la bouilloire traditionnelle japonaise, la tetsubin. Je ne vous conseille pas l'emploi de ces théières en fonte, non pas parce que ce ne sont pas des instruments traditionnels. En ce qui me concerne, vous pouvez infuser votre thé dans n'importe quoi, même un mug Ikea, c'est pas bien grave. Mais par contre, ces théières en fonte sont souvent recouvertes à l'intérieur d'un espèce de vernis qui, personnellement, me fait pas confiance, surtout à la longue, après plusieurs dizaines, voire centaines d'infusions d'eau bouillante. Donc voilà. Alors, nous allons dans un premier temps parler de matière. Alors, ici, vous pouvez voir que je vous présente 2 types d'outils. La théière en porcelaine et les autres instruments qui sont en terre brute. Alors, juste pour l'anecdote, nous avons ici 2 paires d'instruments. Si je prends ces 2 kyusu, ils sont en fait composés exactement de la même terre, c'est juste le mode de cuisson qui diffère. Nous avons une mode de cuisson par oxydation et un autre par réduction. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que l'effet que vont avoir ces matières sur le thé va être différent. La porcelaine, à l'instar du verre, va être très fidèle. Un thé japonais, c'est un thé dans lequel on va rechercher un certain équilibre entre l'amertume et l'astringence. Parfois, on va vouloir un peu calmer les ardeurs et baisser un peu ces amertumes et cette astringence. Le verre ou la porcelaine vont restituer ces sensations de manière assez franche, des fois un peu trop franche. C'est pour ça que les aficionados de thé japonais vont plus souvent se tourner vers des terres brutes. Alors, il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle terre non plus. Il existe différentes qualités évidemment de théières. Il y a des terres comme celle-ci qui sont faites par des gens qui savent ce qu'ils font. Elles sont faites pour améliorer le thé, elles sont faites pour infuser du thé. Et d'autres terres plus commerciales qui sont faites uniquement pour vendre de la théière. Donc là-dessus, c'est pas forcément marqué sur l'étiquette, mais il faut savoir que la qualité de la terre, vu qu'elle va directement rentrer en contact avec le thé, va être importante. Sans compter que des fois, il y a des matériaux dangereux qu'il va falloir éviter. Juste pour parler rapidement de cette différence entre ces théières en oxydation et en réduction, il faut savoir que les théières en oxydation sont un peu plus fidèles en général que les terres en réduction. Je vais voir qu'ici on a exactement la même chose, une terre rouge cuite en oxydation et une terre plus foncée cuite en réduction. Les terres en oxydation vont être moins fidèles que la porcelaine ou le verre, mais vont quand même donner un rendu
vont quand même restituer les saveurs, toutes les saveurs de manière relativement fidèle. Sur la réduction, parfois, ces effets sont un peu atténués. On peut perdre un peu en détail au profit de sensations un peu plus douces, un peu plus rondes. On va aller un peu plus dans la longueur. Ce n'est pas facile d'expliquer ça en vidéo. Le mieux, c'est d'essayer. En tout cas, je voulais insister sur ces différences de matière et également sur le fait qu'il peut être intéressant d'avoir en fait, un petit panel de différentes matières de façon à alterner les effets. Hein. Un même thé préparé par exemple dans ces 3 théières va pouvoir être radicalement différent, même avec les mêmes paramètres à la base. Donc voilà, ça c'était le premier point, la matière des théières. Alors ensuite, nous allons parler de forme de théière. Alors vous allez me dire en quoi est-ce que la forme de la théière va jouer un rôle. C'est assez particulier. Déjà 2 choses. La première, il faut savoir qu'en général, on n'utilise pas tout le volume d'une théière, d'un kyusu, pour infuser le thé japonais. On utilise en général une moitié. Ensuite, il faut connaître les principales sortes de sencha. Il existe 2 familles principales, que sont les sencha à étuvage standard, que sont les Futsumushi sencha, et les sencha à étuvage long, qui s'appellent des Fukamushi sencha. Alors, on s'en fiche de toutes ces appellations. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette deuxième catégorie est composée de feuilles beaucoup plus fragmentées. On a des petites brisures de feuilles, et ces petites brisures vont avoir une fâcheuse tendance à boucher les filtres de vos théières. C'est là qu'il est important, c'est pour cette famille qu'il est important d'avoir un instrument, on va dire, particulier. Alors, revenons à nos moutons. Pourquoi forme haute et forme basse? Eh bien, si on prend en compte que on n'utilise que la moitié du volume de la théière, on peut s'imaginer, si je prends ces 2 théières-ci, que si je les remplis à moitié, dans ce cas ici, le thé va arriver à la base du bec, donc à la base du filtre. Si bien que lorsqu'on va verser, si on verse tout doucement, en fait, on va pouvoir faire en sorte que les feuilles ne recouvrent pas le filtre et n'aillent pas saturer le filtre. Alors que si jamais on prend une théière plus plate comme celle-ci, en fait, même en utilisant la moitié du volume de la théière, le filtre va déjà être à moitié recouvert de thé et de feuilles. Du coup, quand on va verser, très rapidement, ce filtre va se trouver saturé. Voilà, donc ça c'était juste un détail, mais ça a son importance. Si on boit que des sencha à étuvage standard, eh ben on se fiche un peu de la forme, qu'elle soit haute, qu'elle soit basse. Limite, on se fait plaisir, on choisit la théière qu'on veut. Par contre, si on aime bien alterner ou boire surtout des Fukamushi sencha, donc sencha un peu composé de feuilles un peu brisées, on préférera plutôt une forme haute de théière, car il sera beaucoup plus aisé de les préparer sans saturer le filtre. Dernier point de cette vidéo, les filtres. Donc, comme je le soulignais auparavant, c'est quelque chose de très important. Alors, ici, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer, nous avons sur ces 2 kyusu des filtres directs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un filtre direct? C'est assez simple, ce sont juste des trous juste derrière le bec. On a envie d'en avoir pas mal. Ici on en a une bonne quinzaine, c'est le bon nombre. On n'a vraiment pas envie d'avoir juste 2-3 trous qui se battent en duel. La taille est importante aussi, mais bon, généralement quand on a le bon nombre, voilà, on est content. Ce kyusu là est équipé d'un filtre balle de golf. Donc je pense que vous pouvez voir, c'est assez parlant. Ce n'est pas le type de filtre le plus prisé par les fans de thé japonais. Tout simplement parce que ces filtres ne permettent pas complètement de drainer le thé jusqu'à sa dernière goutte. Et on n'a vraiment pas envie, encore une fois, qu'il reste un peu de thé au fond de la tasse. Sinon, ce fond va continuer à infuser d'une infusion à l'autre
et ça va apporter un peu d'amertume dans la tasse suivante. Donc, ces filtres balles de golf sont, à mon avis, à éviter quand on peut. Je vais terminer par ces all-in. Je ne les ai pas choisis par hasard. C'est que, je pense que vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, ce sont des instruments qui sont munis de filtres très efficaces. On a ici une bonne trentaine de trous, ça peut même monter au-dessus. C'est très difficile, même avec un Fukamushi super boueux, super fragmenté, de boucher ces trous. C'est très pratique pour les débutants, c'est aussi très pratique pour les autres types de thé. En effet, lorsqu'on n'a pas envie d'avoir de la porcelaine, je pense particulièrement au Gaiwan, pour des thés chinois, d'avoir l'effet de terre brute, qui peuvent apporter différentes choses sur le thé, contrairement à la porcelaine, eh bien ces all-in sont quelque chose de relativement efficace. Pour certains thés chinois, les infusions peuvent durer quelques secondes. On verse l'eau chaude et on veut verser et faire le vide en 5-10 secondes. Ces instruments, pour cela, sont très efficaces. C'est pour ça que je voulais les présenter dans cette vidéo. Donc voilà, on a fait le tour. On a parlé des différents types d'instruments, que ce soit des kyusu, des hohin, voire des shiboridashi. On a parlé de l'influence des formes, on a parlé de l'influence de la matière et de l'importance des filtres. J'espère que tout cela vous sera utile et que grâce à cette vidéo, vous pourrez faire des choix informés pour vous équiper. Je vous souhaite d'excellents thés.